C'est un roman qui, contrairement au premier, est plus dans un cadre historique par rapport au premier. Le premier, pour ceux qui l'ont lu, savent très bien que c'est un roman qui était un peu plus onirique, on va dire, avec une histoire un peu plus inventée, un peu plus fantasmée. Celui-là, plus ancré dans la réalité, dans la mesure où c'est dans un cadre établi qui est la croisade des Albigeois dans notre région. À l'intérieur de ce cadre historique fermé, on va dire, j'ai imaginé une histoire qui s'ancre dans les événements qui se sont produits chez nous. Donc, pourquoi j'ai écrit ce livre? Surtout parce que je suis d'Hérépien, enfin, j'ai grandi à Hérépien. En étant d'Hérépien, on est au pied du château de Saint-Michel. Et quand on est un gamin, qu'on a un château médiéval face à soi, on va dire, ça nous incite à rêver, à imaginer des histoires. Et donc, comme tous les gamins, j'ai rêvé de l'histoire de ce château médiéval, de Saint-Michel, que j'ai visité à maintes reprises avec des amis, etc. Donc, du coup, en étant adulte, je me suis dit que ce serait sympa de raconter une histoire que personne ne peut raconter. Parce que finalement, l'histoire de cette famille n'est pas connue, puisqu'il n'y a pas d'écrit qui la relate. Donc du coup, cette famille de Mourquerolles, on ne la connaît pas. On sait qu'elle a été là un peu d'une manière fantasmagorique. Donc j'ai eu envie de mettre une histoire sur ces gens-là qui ont vécu là. Donc moi, l'histoire que j'ai racontée ne correspond pas aux traces qu'on a retrouvées par la suite. On ne connaît pas l'histoire dans le détail de cette famille Mourquerolles, mais je sais d'ores et déjà, en écrivant cette histoire, que la fin que je raconte dans le livre n'a pas d'ancrage dans la réalité, puisque la réalité, on sait par des documents qu'elle est différente. Par contre, tout ce qui est l'histoire du catharisme a été documenté, j'ai fait des recherches, j'ai lu des auteurs comme Anne Brenon, qui sont assez réputés, on va dire, dans le domaine. Donc j'ai essayé d'écrire des choses plus ou moins cohérentes. Après, 8 siècles se sont écoulés, il n'y a pas beaucoup de documents qui sont arrivés jusqu'à nous. La plupart des documents qu'on a eus sont d'un point de vue parcellaire, c'est-à-dire ou des inquisiteurs qui étaient forcément en charge, ou alors la chanson de la croisade qui était forcément romancée. Donc on n'a pas vraiment de documents, on va dire, qui peuvent nous donner un ancrage réel dans l'histoire. Donc en fonction des documents que j'avais, des recherches que j'ai faites, et de l'avis de certains historiens, parce que là encore c'est toujours la même histoire, hein. Pour 10 historiens qui racontent une histoire, il y en a 10 qui disent que c'est pas vrai et qu'ils ont une autre théorie. Il y a qu'à voir par exemple Alésia, on ne sait toujours pas où c'est placé, à 100 km près, il y en a qui disent que c'est là, il y en a qui disent que c'est là. Donc on ne sait pas. Donc du coup, c'est un peu l'histoire qui devrait être une science exacte, et finalement une science assez floue. Et plus on s'y intéresse, plus on se rend compte que finalement, on a des bases, on a des suppositions, mais il est très difficile de savoir exactement ce qui s'est passé de source sûre. Voilà. Donc, avec les informations dont je dispose, j'ai forcément raconté une histoire où j'implique un personnage dans une croisade. Forcément, l'histoire que moi je raconte est arbitraire, puisque c'est le point de vue d'un des personnages. Donc, si je racontais l'histoire du camp adverse, le point de vue serait différent et ce que je raconte serait forcément d'une autre teneur. Donc, bien que les faits avérés soient là, c'est une interprétation parmi d'autres. Donc, être conscient qu'il y a deux axes, un axe historique respecté, un axe romancé qui lui est issu de mon cerveau tordu. Il ne faut pas chercher. On peut aussi considérer, vu que c'est dans un cadre aussi religieux, que c'est un livre à charge ou à décharge pour ou contre la religion. Donc chacun peut y voir ce qu'il veut finalement. Ce n'est ni à charge ni à décharge, ni pour les uns ni pour les autres, parce que moi j'ai le sentiment en ayant écrit que justement il y avait de tout partout finalement. Et que quelles que soient les croyances qu'on a, ça ne fait pas de nous des gens bien ou des gens moins bien. Et que finalement c'est chacun qui décide de ce qu'il veut être dans le cadre qui s'est imposé. Donc certains peuvent peut-être être heurtés par ce qu'ils vont lire, parce qu'il y a un parti pris sur la croisade dépeinte du côté des assiégés finalement, puisque je me suis positionné moi en tant qu'Occitan, on va dire, ou Languedocien, qui a été envahi par les barons du Nord. Donc forcément, les croisés sont les méchants qui viennent envahir notre territoire. Donc ça c'est un point de vue. Après, pour les gens du Nord, forcément, ce sont des gens qui viennent redresser des dissidents. Donc c'est notre point de vue. Donc, chacun il voit ce qu'il veut, il n'y a pas de jugement de valeur. Chacun l'interprétera.
Donc c'est l'histoire de personnage qui traverse cette période trouble. Et finalement, c'est plus son histoire à lui dans une France médiévale en construction ou en déconstruction que vraiment la croisade à côté. Donc ce sont vraiment les 2 premières années de la croisade, puisque la croisade a débuté en 1208 par le saccage de Béziers, et le roman s'est terminé en 1210 à Minerve. Donc du coup, ce sont vraiment que la partie qui nous concerne nous directement, nous, je veux dire, les Hauts-Cantons, cette partie-là, donc qui a vu traverser cette croisade. Je voulais aussi emmener des précisions, parce que j'en ai parlé avec certaines personnes, et effectivement, certains d'entre vous qui sont un peu méticuleux peuvent être choqués par des mots, des termes, des tournures que j'ai employées qui sont modernes, parce que c'est un roman qui est écrit dans un français moderne. J'aurais pu l'écrire dans le français de l'époque, hein, mais ça aurait été beaucoup plus compliqué et pour l'écrire et pour le lire, parce que ça aurait été ou de l'occitan ou du latin ou du franc. Donc du coup, ça a été plus compliqué, donc j'ai décidé de l'écrire en français contemporain. Donc il y a des termes que j'emploie, comme par exemple le terme d'Occitanie, qui à l'époque n'existait pas. Mais c'est ce qu'on appelle, je l'ai appris récemment en rhétorique, hein, le figurant et le figuré. Donc il y a le figurant qui est donc l'Occitanie, et le figuré qui représente, qui symbolise finalement une zone géographique qui à l'époque était à peu près ce qu'est l'Occitanie aujourd'hui. Donc bien qu'on l'appelât pas en ce temps-là Occitanie, géographiquement c'est à peu près ça. C'est-à-dire ça va grosso modo de Toulouse jusqu'aux Alpes-Maritimes, grosso modo, c'est la zone qui était le Languedoc à cette époque-là. Voilà. Donc dans un souci, on va dire, d'éviter des répétitions, j'ai pas toujours dit Languedoc ou toujours dit, donc j'ai utilisé des mots qui se rapprochaient et qui peuvent être rejetés par des érudits un peu politiques, mais bon, voilà, l'essentiel c'était surtout de déterminer une zone géographique pour qu'on comprenne bien que je parlais de cette zone-là et pas d'autre chose. Voilà. À ce sujet aussi, j'ai pris quelques libertés. J'ai commis quelques petits anachronismes assumés. Par exemple, je parle de l'abbaye de Fontfroide. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous la connaissent ou l'ont visitée. Alors, à l'époque du roman, au XIIIe siècle, il y avait 2 dortoirs. Un dortoir pour les moines et un dortoir pour les convers. Donc, les gens qui n'étaient pas moines, qui travaillaient au monastère et qui dormaient. Pour les besoins de l'histoire, j'ai fait des cellules dans le monastère. Alors c'est un petit anachronisme dans la mesure où quelques siècles plus tard, effectivement, il y a eu des cellules. Aujourd'hui, si on visite Fontfroide, on sait que les derniers moines qui ont vécu étaient chacun dans des cellules, mais c'est arrivé bien plus tard. Donc ça, c'est un anachronisme assumé parce que l'histoire que je raconte avait besoin d'espaces clos et le dortoir ne convenait pas au déroulement de l'histoire. Donc voilà. Donc effectivement, c'est une petite infraction, à la vérité historique. Tout le reste sur Fontfroide et normalement est correct, si je n'ai pas fait d'erreur. Je me suis aussi amusé à parsemer le roman de ce qu'on appelle pour les jeux vidéo des Easter eggs, des œufs de Pâques, hein, c'est-à-dire des petits clins d'œil cachés à droite à gauche. Certains d'entre vous peut-être les verront, d'autres peut-être pas. Mais c'était mon plaisir à moi, quand je le relis, ça me fait marrer. Je suis content, je fais des clins d'œil. Voilà, peut-être ça m'amusera que moi, peut-être qu'il y en a qui s'en fera rire, peut-être qu'il y en a qui se diront tiens, ça me rappelle un truc. Voilà, c'était juste pour rigoler. Voilà, donc, quoi d'autre? Après, il y a aussi des demi-vérités. C'est-à-dire, il y a des vérités et des demi-vérités. J'entends par demi-vérité des faits qui sont possibles, mais pas probables. Donc, par exemple, un des personnages du roman s'appelle Roxane. Donc, Roxane, pour moi, c'est un clin d'œil à Cyrano de Bergerac, parce que c'est une œuvre qui, pour moi, est importante dans la littérature française et qui me plaît. Mais je me suis quand même documenté pour savoir s'il était possible qu'une Roxane ait vécu à cette époque-là en France. Alors, il se trouve que la première mention d'une Roxane dans l'histoire remonte à peu près au IIIe siècle avant Jésus-Christ, la seconde femme d'Alexandre le Grand. La seconde femme d'Alexandre le Grand, Alexandre le Grand était macédonien. Alors, je ne vais pas dire que c'était l'un dans l'autre grec, mais les Macédoniens, comme on le sait, ont conquis la Grèce.
dernièrement, j'ai appris que Béziers, en allant à une conférence, était une colonie grecque, puisqu'apparemment elle s'appelait Rhodes, et les Doriens, qui étaient les habitants de Rhodes à l'époque, ont envahi donc Béziers. Ces mêmes Doriens se sont soustraits au pouvoir des Macédoniens quand Alexandre le Grand est mort. Donc, ce qui veut dire que les Rhodiens, quand ils sont arrivés en France, à Béziers, avaient connaissance de l'histoire d'Alexandre le Grand, puisque eux-mêmes avaient été envahis par Alexandre le Grand. Donc, ils connaissaient l'existence de l'île de Roxane, donc ils ont été à Béziers. Béziers, il y a eu la croisade. Il se peut très bien qu'un type ait trouvé Roxane sympa et après ça fait comme ça. C'est peu probable, mais c'est pas impossible. Donc c'est déjà une demi-vérité. Voilà, donc si vous avez des questions, je vous écoute. Ce titre-là, pourquoi? Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Demi-vérité? Alors, non. Alors, pourquoi ce titre? Pour deux raisons. Premièrement, par conviction personnelle, mais ça je vous l'expliquerai pas. Et deuxièmement, ceux qui liront le livre le sauront. Parce qu'il y a une explication à l'intérieur. Salut. Fanny. Je pose une question simple, je réponds simplement. Mais ça veut dire quoi? Ça me fait Toujours fidèle.